Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. C'est ici que je vous retrouve tous les jours pour notre rendez-vous cuisine pour Cook Midi. Un rendez-vous où nous allons apprendre à recuisiner les produits qui font le quotidien de notre alimentation. Nous rencontrerons également celles et ceux qui mettent au point ces produits, qui élaborent, qui cultivent tous ces produits. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur ce plateau, il va y avoir comme un peu de soleil et un peu de cigale, parce qu'on va parler d'un des classiques de la cuisine. Je dirais même que c'est un plat très régressif. Il s'agit du riz au lait, mais pas avec n'importe quel lait et pas avec n'importe quel riz. Et pour parler du riz, justement, je vous présente l'un de nos invités, Jacques Rosière. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors je disais du soleil parce que vous venez en trace directe de Camargue. Bien sûr, oui. Et vous êtes donc producteur de riz à Albaron, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est en plein cœur du parc naturel régional de la Camargue. Tout à fait, l'environnement est très important pour nous et vous savez que j'ai les pieds dans l'eau et la tête au soleil toute la journée. Heureux homme. Voilà. Alors, je vous disais, du riz, bien évidemment, du lait. Avec vous, Bruno Martel, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas franchement au même endroit, hein, vous êtes dans l'Ille-et-Vilaine, producteur de lait, mais pas n'importe quel lait. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous faire préciser. Je suis en Bretagne, une grande région de soleil aussi. Et je suis producteur de lait 300 et bio en Ille-et-Vilaine. Alors c'est quoi les 300 et bio? Alors je représente une coopérative de 300 producteurs de lait où on a une marque de produits laitiers bio diffusée sur l'ensemble du territoire. Alors vous nous expliquerez tout à l'heure la différence qu'il y a entre un lait standard et un lait bio. Patricia Cadigélic, bonjour. Bonjour. Alors moi je suis super heureux de vous recevoir parce que vous faites partie de la rédaction de Rustica qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Et on verra aussi que certains produits, on peut les cultiver dans son jardin, parfois aussi sur son balcon ou sa terrasse. Bon, la mangue, là, pas franchement. La recette, je vous le disais, du riz au lait, mais pas n'importe quel riz au lait puisqu'il y aura de la mangue. Et pour le préparer, on retrouve Anna Miquel. Bonjour Anna. Bonjour Philippe, comment ça va? Ah ben ça va bien et vous aussi une recette pour vous, ça qui est en Provence. Ah bah oui, maintenant que je suis en Provence, c'est plus que le riz de Camargue qui fonctionne pour moi. D'ailleurs ça se sent pas trop, hein. Vous avez gardé l'accent suédois quand même un peu. Exactement, exactement. Bon alors dites-moi tout, qu'est-ce qu'il y aura? D'abord, qu'est-ce qu'on doit avoir comme ingrédient pour faire cette recette? Alors déjà pour faire un riz au lait, on commence par du riz rond ou du riz à risotto, les deux vont bien. Ensuite, on l'assaisonne avec une épice de son choix. Moi, j'ai choisi la vanille, mais ça peut être de la cannelle, de la fève tonka, ce qu'on a envie. Du lait, bien entendu, de préférence entier, parce que ça garde cette idée de crémeux. Et puis, ici, j'ai décidé de l'assaisonner en plus avec un fruit qui donne un peu de fraîcheur, parce qu'effectivement, c'est régressif, comme vous disiez tout à l'heure, mais le fait de rajouter un fruit frais donne une petite touche différente. Eh bien, on vous laisse faire. On vous retrouve dans quelques instants pour voir comment cette recette va évoluer en direct sur le plateau de Cook Midi. Jacques, on pourrait dire que le riz, alors vous nous avez amené quelques-uns des spécimens. Le riz, c'est une affaire de famille. Combien de générations de riziculteurs? Ah, mes enfants sont la 6e génération de riziculteurs en Camargue. Et le riz, c'est pas un riz en Camargue, c'est 200 riz différents. Non. Tout Vraiment? à fait. 200 Expliquez-moi ça. Alors, 200 riz différents avec 2 familles botaniques de riz différents. On a des riz ronds, des riz mi-longs, des riz longs, des riz très longs, des riz parfumés, des riz rouges, des riz noirs. Et on va décliner toutes sortes de choses avec. Vous faites aussi du riz instantané pré-cuit? Oui, pourquoi pas. On peut en faire avec du riz de Camargue. Maintenant, c'est dommage de manger ça. Je préfère cuisiner mon riz avec amour. Je vous redemanderai tout à l'heure ce qu'on peut faire et comment se fait ce fameux riz en sachet là, qui cuit 5 minutes. Mais il n'y a pas que le riz, hein. Devant vous, il y a aussi de la bière. Eh oui, on peut liquédifier le riz. Je fais du riz je fais de la bière avec du riz. On peut faire aussi des alcools comme le saké. Mais c'était un truc sympa et ça fait un produit qui est très bien. Bruno Martel, le lait bio. Alors je voudrais d'abord comprendre comment est née cette idée de coopérative autour du lait bio. Alors simplement, quand on est producteur de lait, la finalité, c'est d'avoir un produit dans le frigo. C'est quand même l'aboutissement pour un producteur de savoir ce que devient sa matière première, entre guillemets. Et on a eu cette aventure collective de pouvoir créer une marque fin 2018, donc il y a 1 an et demi, c'est tout récent. Et elle est portée par les producteurs et l'ensemble des intervenants de la transformation et du marketing. C'est l'intérêt d'une coopérative. En fait, on est propriétaire des outils, mais on porte un vrai projet collectif. Et bon, je trouvais que c'était super épanouissant d'emmener des producteurs vers des projets comme ça, dans un monde où parfois on a tendance à dire qu'on est triste, on est malheureux, on est producteur de lait, ça va mal. Ben non, ça peut aussi bien aller.
et porter des projets positifs. Bon, qu'est-ce qu'il a de différent, votre lait? Alors notre lait est produit selon la méthode de l'agriculture biologique, donc déjà il est certifié, validé, contrôlé pour un règlement très strict de production, pour produire de manière naturelle. C'est quand même la grosse différence. Et après, tout le process de transformation intègre tous ces atouts d'une production naturelle de lait. Jacques, vous, votre riz n'est pas certifié bio, hein? Pas tous les ans. Mais il y a une IGP. Oui, il est de toute façon IGP, c'est pour ça qu'il s'appelle riz de Camargue. On fait aussi des riz bio, mais pas tous les ans toute la surface. Pourquoi? Parce que c'est très difficile et qu'il faut faire des assolements, on fait tourner pour pouvoir revenir au bio une année tous les 6 ou 7 ans. Par contre, pour les exploitations laitières comme la vôtre, ça se passe comment? Il y a une conversion, comme on dit tout d'abord, c'est-à-dire qu'on arrête tout pendant quelques temps? On arrête tout. En fait, il y a une période de 2 années pendant lesquelles le lait ne peut pas être livré sur une production en agriculture biologique. Moi, ça fait 20 ans que je livre mon lait en agriculture biologique. Et donc maintenant, il est certifié et puis c'est la méthode de production qui est en place. Vous diriez que la production de lait bio, c'est la production qui s'apparente le plus à ce que faisaient nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ou vos arrière-grands-parents? Ah, c'est une question difficile. C'est bien pour ça que je vous la pose. Ouais, je suis pas aussi formel que ça. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et je viens d'installer ma fille il y a le 1er février, donc il y a une vingtaine de jours. Et l'agriculture a évolué et a changé. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'on fait l'agriculture des années 50 ou 60. Mon père, qui était producteur de lait, avait une agriculture qui était aussi avec les moyens du moment. Et aujourd'hui, on a quand même la technologie, on utilise le suivi des animaux, on utilise l'informatique, on a des conditions de travail qui se sont améliorées. Et je ne suis pas là pour vendre une image très passéiste d'un métier qui a beaucoup évolué et qui peut produire de manière très rigoureuse et naturelle avec les conditions d'aujourd'hui. Et en plus, qui correspond à une demande, parce qu'on voit que les demandes en produits de l'agriculture biologique ne cessent d'augmenter. Oui, tout à fait. Alors, Jacques, on va reparler du riz. Donc, je vous posais tout à l'heure la question de ce riz en sachet. C'est quoi le secret? Alors, c'est pas un secret, hein. Y a une méthode qui s'appelle l'étuvage du riz. L'étuvage, c'est un principe qui est très simple. On fait tremper le riz dans de l'eau chaude, on va le sécher et le traiter à la vapeur, et ce riz va durcir. Il va être beaucoup plus long, un petit peu plus long à cuire, mais il ne collera jamais. Hein. Vous connaissez cet argument. Ça me rappelle une publicité, oui. Voilà. Et dans les sachets, on va mettre de ces riz-là. Par contre, comme il y a des sachets, on essaie de cacher un peu des grains qui sont pas très jolis, qu'on met dedans, mais c'est tout. Bon, on va revenir sur les sachets de riz qui sont devant nous. Anna, vous en êtes où? Vous êtes en train de goûter. Je vous ai surpris en train de goûter votre riz au lait. Non, même pas. J'ai fait bouillir le lait avec la vanille. Et une fois qu'il était en train de bouillir, j'ai versé le riz dedans. Voilà. Et là, je laisse cuire pendant 40 minutes. Tranquillement. Finalement, c'est une recette assez simple. On peut pratiquement laisser faire ça par les enfants. Absolument. Mais il n'y a rien de plus simple et c'est tellement bon en fait. Et puis on peut le bidouiller à sa manière en fait. On met les épices qu'on veut, on peut mettre des raisins secs, on peut mettre des fruits secs, enfin on peut faire ce qu'on veut avec, c'est génial. Alors Patricia, on parlait tout à l'heure du riz, du lait et finalement de la mangue aussi. Et on s'aperçoit que pas mal de jardiniers amateurs commencent à se mettre à faire des fruits exotiques dans leur jardin. On pense tous au kiwi sur les flancs des maisons. C'est une tendance, ça? Alors, c'est surtout beaucoup de curiosité, je pense, de la part des jardiniers. On voit aussi pas mal de fruits de la passion qui se développent un peu partout, qu'on cultive d'abord pour la fleur, mais aussi pour le fruit. La mangue en fait partie, mais dans l'Hexagone, il ne faut pas non plus espérer avoir des fruits. En revanche, ça peut devenir un peu comme l'avocat, un jeu assez ludique à faire en famille ou même quand on est grand. Pour essayer de faire germer le noyau. Alors comment on fait germer un noyau? Alors d'abord, on achète une belle mangue qu'on va déguster et avec laquelle on va se régaler. Il faut que ce noyau soit bien propre, que le fruit soit sain. Et une fois le noyau bien nettoyé, on essaye d'enlever cette espèce de coque où est enfermée l'amande. Donc en enlevant cette coque très doucement avec un couteau sans abîmer l'amande, on ressort cette amande. On fait attention quand même parce qu'on peut se planter le couteau dans la main.
Et cette amande, on va la mettre soit dans du coton imbibé d'eau qu'on va changer tous les jours pour éviter les moisissures, tout ça dans un petit bol ou un... Comme on faisait ça avec les lentilles à l'école, les lentilles dans le coton. Et une fois l'amande germée, on peut la mettre dans un pot. Le seul inconvénient avec la mangue, enfin le manguier, c'est que c'est un arbre dans la nature qui a une racine pivotante très puissante pour aller chercher l'humidité dans le sol très en profondeur. Donc si on le plante en pot, il faut choisir un pot très grand et assez profond et prévoir des rempotages dans des pots toujours plus grands, toujours plus profonds. Et si on le met dans la terre directement? Alors on peut essayer de le mettre dans la terre, mais uniquement si vous habitez le sud de la France, et encore parce que en Europe, seul le extrême sud de l'Espagne possède quelques productions de mangue. Donc c'est vraiment pour dire, la limite, elle est quand même très très au sud. Bon, par contre, le riz, on n'en fait pas pousser dans son jardin ni sur son balcon. Non, à la limite, ou alors peut-être dans la deuxième salle de bain. mais Mais ça, c'est totalement impossible, Jacques. Alors non, c'est pas possible. On est aussi l'extrême nord à laquelle on puisse faire pousser du riz en France, la Camargue, on va dire. Mais on peut faire pareil, on peut mettre du riz paddy dans de coton et il poussera comme les lentilles. Alors, c'est quoi le riz paddy? Alors l'appellation du riz... C'est lequel, là, dans voilà, tout cela? regardez, c'est celui-là. On a ici devant vous. du paddy en noir. C'est le riz tel que le riziculteur le récolte. Il est enveloppé d'une balle, d'une écorce qui est dure et qui n'est pas comestible. Et une fois que j'aurai enlevé cette écorce, je tomberai sur du riz complet qu'on connaît bien et qui est très intéressant. Et il a quelle couleur, le riz complet? Ah, il est brun pour certains, rouge pour d'autres, noir pour le riz noir. C'est le péricarpe, la peau du riz, qui a des couleurs. Là, généralement, il est brun. Et après, vous le passez, quand il est noir, vous le passez à la lessiveuse pour qu'il devienne blanc? Voilà, avec de l'acide, de la javel, des produits, C'est des bien ce qu'on me raffineries disait. et tout. Non, plus ouais. sérieusement? Bien sûr, non, plus sérieusement, c'est très simple. Il suffit de blanchir le riz en le frottant avec du papier de verre, grosso modo. Et c'est une pierre qui va frotter le riz pour le poncer. Ça a l'air d'être des méthodes très anciennes, en fait. Tout à fait, c'est très ancien. Bon, en Afrique, par exemple, on pile le riz pour pouvoir gagner du temps de cuisson et le manger en brisure. Nous, on va l'abraser. Alors, je disais très ancien, le riz en Camargue, ça remonte à ouh là là. Les premières traces qu'on ait, c'est Henri IV qui a initié la riziculture en Camargue. Mais le riz a vraiment pris le dessus quand on a arrêté la viticulture. C'est, on va dire, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et avec la balle, comme vous dites, est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on la jette? Non, la balle, on la réutilise. On peut faire du paillage pour des animaux. Les canards, les volailles adorent gratter ce genre de matière. Et on peut aussi faire des isolants. Alors ça, justement, les récupérations aussi, est-ce qu'on peut s'en servir pour nourrir, par exemple, vos vaches? On pourrait peut-être, parce qu'on essaye souvent, d'ailleurs, de récupérer les coproduits, comme on dit, pour nourrir les animaux. Alors après, la vache est un ruminant, donc après, à partir du moment où ce sont des fibres, pourquoi pas? Maintenant, moi je suis dans un mode de production certifié qui oblige une traçabilité très précise des coproduits et il ne faut pas non plus qu'il y ait de poussière ou de terre ou de pierre, etc. Et c'est très rigoureux comme utilisation. Et alors, on va justement parler de l'alimentation des vaches parce que j'ai cru comprendre que dans votre région, vous avez, vous, les producteurs bio de cette coopérative, remis au goût du jour certains végétaux qui n'étaient plus forcément très utilisés. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, dans la recherche permanente d'amélioration, on a... Bon, un producteur de lait est d'abord un producteur de fourrage pour alimenter ses animaux et en permanence on essaie de nouvelles cultures ou de nouvelles plantes et en ce moment par exemple il y a de la chicorée ou du plantain ou des pissenlits par exemple qui sont des plantes qui à une époque pouvaient être considérées comme des mauvaises herbes et on se rend compte que c'est aussi des plantes qui facilitent la digestion, qui améliorent l'état de santé des animaux. Et on réincorpore aujourd'hui dans les semis de prairies ce type de plantes pour pouvoir allier l'alimentation et le soin, entre guillemets, des animaux. Et ça, c'est très surveillé. Vous me parlez de cahier des charges, il y a des contrôles. Comment ça se passe? Alors, il y a un organisme certificateur qui valide le mode de production, qui fait un contrôle annuel de l'ensemble du process de fabrication. Et il y a aussi un contrôle qu'on appelle inopiné. C'est-à-dire qu'un matin, le contrôleur se présente sur l'exploitation
et vient visiter la ferme et regarder tout ce qui est pratiqué et contrôlé. Patricia, est-ce que chez les jardiniers amateurs que vous connaissez bien à Rustica, on observe aussi cette tendance à être un peu moins à l'affût à utiliser des produits phytosanitaires et être plus alors pas forcément bio, mais plus proche de la nature? Bien sûr. Le bio se développe de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, très peu de gens utilisent ou ont envie d'utiliser encore des produits chimiques qui vont se retrouver dans votre assiette. Donc les méthodes naturelles se développent de plus en plus. D'ailleurs, chez Rustica, on ne parle que de méthodes naturelles depuis des années. Et on engage les gens justement à continuer de cette manière-là, tout en prouvant justement qu'on peut avoir des récoltes savoureuses et abondantes en cultivant naturellement. Il faut bien regarder la terre, le ciel, le soleil. Voilà, après ce sont des cultures intelligentes, sensées par rapport au terroir où on est, à la région, voilà, la météo, le sol. Tout à l'heure, je parlais des méthodes de nos arrière-grands-parents pour le lait. Je crois que dans le jardinage, on est vraiment encore dans les secrets de grand-mère parfois. Hein. Bien sûr, hein, bien sûr. On a tous nos recettes. Moi encore, j'ai des tantes qui cultivent elles-mêmes leur potager. Et de temps en temps, j'ai envie de leur donner quelques petits conseils. Mais elles le font très bien toutes seules et jamais sans aucun produit ou quasiment pas. On peut arrêter le recours à la boîte à pharmacie. Complètement. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir les mêmes résultats sur son balcon, par exemple? Moi, si je veux, je sais pas, de la mangue, quoique vous m'avez dit que les racines plongeaient, donc ça peut embêter le voisin du dessous assez rapidement, mais des tomates, des choses comme ça. On peut avoir quasiment tous les légumes, sauf les légumes racines profondes. On peut presque tout avoir sur son balcon. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que sur un balcon en ville, c'est une raison de plus pour pas utiliser de produits chimiques. Parce qu'il y a des méthodes naturelles pour éviter les parasites. Il y a des nutriments tout à fait naturels qu'on peut apporter à la terre pour avoir des légumes et des fruits très savoureux. Et des techniques pour ne pas se faire envahir par la menthe aussi. Et alors, il y a depuis 2 ans un produit qui se développe énormément, on l'a tous vu, vous en avez peut-être les uns et les autres chez vous, ce sont ces petites barquettes avec une petite lumière et on peut faire pousser son basilic, son persil, que sais-je encore. Ça c'est quoi? C'est à conseiller ou pas? Moi, ça me fait un peu peur. Non, parce que finalement, il y a des herbes aromatiques qui, en plein hiver, à Paris, on est à Paris, je vais parler de Paris, avec le peu d'ensoleillement, on va pas pouvoir avoir du basilic en plein hiver. Et là, c'est une aide à la culture en intérieur, avec simplement une luminosité qui pourra apporter une culture de basilic en plein hiver, alors que sinon, au balcon, on n'en aurait pas. Alors, on retourne du côté de la cuisine. Anna, en pleine découpe. Oui, je découpe la mangue pour mettre dans le riz au lait que j'avais déjà préparé ce matin avant de venir, parce que celui-là, je crains qu'il ne soit pas prêt avant la fin de l'émission. Donc, je peux vous en amener pour goûter, si vous le souhaitez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, régulièrement, certains chefs étoilés ou dans certaines émissions, on nous fait des grands numéros avec la mangue qu'on retourne pour la couper. Il faut faire simple, hein. Oui, il ne faut pas se casser la tête. C'est vrai que c'est très joli, la mangue hérisson, mais bon... Voilà, là... Là, vous faites comment? Oh, mais je les avais déjà précoupés à la maison avant de partir. Avec une cuillère? Oui, d'abord, et puis après je les coupe en carré, et voilà, je me retrouve avec ça. Faisons simple. On va faire simple. Jacques, on parlait tout à l'heure du recours à la, entre guillemets, boîte à pharmacie chez les jardiniers amateurs. Chez vous, en Camargue, comment ça se passe? Est-ce qu'on a... comment on arrive à se débarrasser de tous ces produits? Alors, pour le riz de Camargue, on n'a pas de problème cryptogamique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de fongicides parce qu'il y a du vent. Les fongicides, c'est quoi? Parce que vous savez, on a des téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que les fongicides. C'est pour lutter contre les champignons. Donc ça, on n'utilise pas. Insecticides, on n'a pas de parasites, on n'utilise pas. Par contre, on n'a pas de main-d'œuvre à 1 euro par jour comme on trouve ailleurs dans le monde. Donc, on va utiliser des désherbants sur certaines parcelles. Celles qui en ont besoin, c'est toujours pareil. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si on fait du riz en Camargue, c'est pas pour faire du riz, c'est pour que l'écosystème camarguais puisse bénéficier de l'eau. Puisque la Camargue, c'est un delta où on a supprimé l'arrivée d'eau par les inondations en créant des digues. Aujourd'hui, le seul moyen de mettre de l'eau en Camargue, c'est de passer au travers de la riziculture. Donc, culture totalement vertueuse.
Tout à fait. Et on a l'impression d'ailleurs qu'en Camargue, il y a une sorte de complémentarité. Tout est lié. Si on prend une des recettes classiques de la Camargue et une de mes recettes personnellement préférées, la gardiane, il y a le riz, il y a le taureau de Camargue. On le précise, c'est pas un taureau de corrida, c'est le taureau des courses camarguaises qui n'a rien à voir. Le taureau rentre à l'exploitation à la fin de la journée. Et le taureau est vénéré et il arrive qu'on l'enterre et qu'on crée un monument pour le mettre à l'honneur. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire. On me dit d'ailleurs qu'on l'enterre debout. Tout à fait. Tout à fait. C'est dans les traditions. Et il est resté debout jusqu'à la fin et il restera debout toujours. Alors tout à l'heure, vous disiez, ouais, il y a de la main-d'œuvre à quelques centimes d'euros dans certaines régions. Vos principaux concurrents aujourd'hui, c'est qui ? Eh ben, c'est l'Asie, hein. Surtout. On a des riz américains d'une marque que tout le monde connaît qui sont faits plus ou moins aux États-Unis, mais beaucoup de riz asiatiques aujourd'hui qui font rêver. Sachez que nous aussi, on fait des riz parfumés, par exemple. On fait des riz très longs et on sait faire ça aussi. Les Italiens, des concurrents, des partenaires ? Les Italiens ne sont pas des concurrents, ce sont des confrères. Et l'Italie est très grosse consommateur de riz avec les risottos, comme l'Espagne est consommateur de riz rond. Donc, ils n'empiètent pas trop sur nos marchés. Et alors parfois, on voit des sachets ou des paquets de riz, notamment dans les boutiques asiatiques, avec une déco asiatique. Et quand on regarde en tout petit, on voit produit dans la plaine du Pô en Italie. Est-ce que c'est aussi le cas pour le riz de Camargue ? Non, pas du tout. Non, ce type de riz, il est assez particulier. On peut faire des riz à sushi, par contre, mais ils ne sont pas estampillés asiatiques, ils sont estampillés Camargue. Et quand on fait un sushi avec du riz de Camargue, est-ce qu'on retrouve un peu ce petit goût un peu particulier du riz de Camargue ? Il est bien meilleur, de toute façon, hein, on ne va pas se poser de questions. On n'a pas un goût particulier au riz de Camargue. Déjà, on n'a pas de différences qui sont peut-être notables, à part qu'il est fait en France. C'est déjà très bien. C'est important. Bruno Martel, là aussi, le lait bio, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie concurrence entre producteurs européens pour arriver à sortir du lait, mais aussi des produits laitiers, des yaourts, des crèmes ? Aujourd'hui, la demande est très importante. Donc non, je pense qu'on a plus besoin de conforter le consommateur dans son acte d'achat par un acte éthique qui accompagne un producteur qui gagne sa vie, une entreprise qui gagne sa vie et en fait un cercle vertueux où tout le monde se partage la valeur. En fait, on voit que le consommateur a besoin de sens aujourd'hui dans son achat, plus que de production. Aujourd'hui, on manque encore de lait bio aujourd'hui en France, donc on n'est pas en concurrence. On doit renforcer la communication, rassurer, et puis dire ô combien cette démarche est vertueuse aussi pour l'environnement, pour le producteur et pour l'ensemble de la filière. Et les messages sont là aujourd'hui. Vous diriez que la bio aujourd'hui, c'est plutôt de l'achat militant ? Non, pas forcément. Non, au contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la production bio est vraiment une production moderne, innovante, dynamique, positive et qui défend des valeurs qui sont... Moi, j'ai des enfants qui sont jeunes et qui ont 20 ou 25 ans et l'image que j'avais, moi, à leur âge de l'agriculture biologique, elle était plutôt l'image archaïque, marginale, etc. Et eux ont une vision plutôt moderne de gens qui sont très attachés au respect de l'animal, de la terre, du produit et je pense que c'est l'agriculture de demain. Alors on le voit d'ailleurs, il y a eu un sondage, une étude très récente de l'agence Bio, donc l'organisme qui fait la promotion de l'agriculture biologique, qui disait qu'il y avait deux grosses catégories de population. On va dire plutôt les jeunes adultes qui achètent ça pour des raisons plutôt militantes, et les seniors qui, eux, l'achètent pour leur santé. Ça vous surprend ? Après, aujourd'hui, le premier argument qui est mis en avant, c'est la santé. C'est pas non plus un jugement de valeur, mais c'est vrai que aujourd'hui, avec la pression médiatique qu'il y a autour de l'ensemble des productions alimentaires, eh bien, on voit bien que la filière bio, avec son cahier des charges extrêmement rigoureux, eh bien, n'a pas besoin d'en rajouter, se surfaire, puisque dans le cahier des charges, on intègre déjà toutes les méthodes de production naturelles. Et je pense qu'aujourd'hui, le consommateur est rassuré à ce niveau-là. Mais nous, on doit le relever, ce défi de pouvoir dire que ça reste une production moderne si elle est très demandée, parce que on ne veut pas mettre du bio partout. Je veux dire, il faut aussi faire attention au message qu'on veut véhiculer. Et je pense que c'est important de savoir comment c'est produit, par qui et de quelle manière et dans quel but, parce que autrement on va mettre du bio partout, mais on perd aussi le sens de ce qu'on veut dire. Patricia, est-ce qu'il y a des passerelles entre les jardiniers amateurs et les professionnels, les cultivateurs professionnels ? Est-ce qu'il y a des méthodes
qu'utilisaient par exemple les jardiniers amateurs qu'on peut utiliser dans l'agriculture importante, et puis des choses qui se font par exemple dans l'agriculture bio qu'on peut utiliser dans le jardinage? Alors, dans le sens de culture bio et jardinage à la maison, bien entendu. Il y a aujourd'hui des méthodes utilisées, que ce soit en permaculture ou en méthode naturelle, que n'importe qui peut utiliser chez soi. On peut faire des purins avec les plantes du jardin, ou on peut aller se promener, aller en chercher et faire ces petites décoctions ou infusions soi-même. Et après, c'est toutes les méthodes logiques de protection ou de prévention aux maladies qui sont utilisées dans l'agriculture traditionnelle, dans les vergers, que n'importe qui peut utiliser chez soi. Des pièges à phéromones, des filets, des choses comme ça. Jacques, on va quand même parler, parce que là on a parlé du riz, mais on va quand même parler de la bière. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir vous lancer dans la bière? Il ne vous a pas échappé qu'en Camargue, on ne parle que du rosé, le rosé des sables de préférence. Tout à fait. Eh ben, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai épousé ma femme, on est parti en voyage de noces en Thaïlande et j'ai bu une bière qui s'appelle la Singa Beer. Et dedans, il y avait du riz. Et je me suis dit, s'il y a du riz, ça m'intéresse. Et j'ai mis longtemps à trouver un brasseur aussi passionné que moi qui me dise, allez, on fait un essai. Et cet essai, il est super intéressant et ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on commercialise ça sur la Camargue, on va dire. Alors c'est fait qu'avec du riz, vous mettez le riz à la place de quoi? Non, pour l'instant c'est un rêve de venir à 100% riz et donc sans gluten, puisque le riz, je le précise, est toujours sans gluten. Et non, là on a été obligé de remplacer un quart du malt d'orge par du riz pour l'instant, mais je travaille sur autre chose, on va y arriver un jour. Donc si je comprends bien, la meilleure recette du monde, c'est une gardiane avec votre riz et un peu de bière. Oui, si vous la mangez avec les producteurs, elle sera encore meilleure. Sur la terrasse d'une manade. Voilà, et en plus, c'est une garantie quand même de qualité. Eh bien écoutez, je vous propose maintenant de revoir la recette d'aujourd'hui en accéléré et je vais retrouver Anna pour la fin de cette émission. Regardez plutôt. La recette du riz au lait à la mangue en accéléré. Anna, je suis vraiment ravi de vous retrouver ici, là. Ah, on a donc, vous avez tout fait. Oui. Regardez, si vous étiez là, vous pouviez voir et sentir. Venez, rapprochez-vous, venez voir. Restez pas derrière votre écran d'ordinateur ou télévision. Regardez comme c'est beau. C'est beau et en plus, on va faire quelque chose. On va tout de suite tester, parce que quand même, on est là pour ça. C'est beau et en plus, c'est super bon. Franchement, Anna, ça prend rien au niveau de temps. C'est rapide. Il faut aussi, ça cuit même 40 minutes, donc il faut le surveiller pour pas que ça accroche au fond. Mais bon, il n'y a rien à faire, il faut juste aller remuer de temps en temps. Voilà, et on est bien d'accord, on fait ça avec une mangue d'un département d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, et bien sûr avec du riz Camargue. Oui, bien sûr. Et le lait, du lait bio de préférence, mais entier. Exactement, entier. Et alors, vous avez mis de la mangue, mais on peut faire avec d'autres choses. Par exemple, si je faisais un riz au lait en Suède, alors, je mettrais quoi? De la cannelle déjà, pas forcément de la vanille, la cannelle ou de la cardamone. Et je pense qu'on mettrait plutôt des pommes. Ou alors des myrtilles. Bonsoir, bien sûr, les myrtilles l'été. Et ça, bien entendu, le soir, en hiver, sur les marchés de Noël, avec un petit vin chaud. Un glögg. Voilà, absolument. Le glögg, exactement, avec les mêmes épices d'ailleurs, donc c'est ça qui est sympa. Et là, un mix de parfums qui nous réjouirait, je pense. Exactement. Eh bien voilà, vous savez tout sur cette recette du riz au lait à la mangue. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur ce plateau pour une nouvelle recette. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain!